Bonjour à tous et bienvenue dans ce hors-série de Vie ma vie de dev. Je suis Gaëtan Redin, le builder de Easy Angular Kit, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Lucas. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Lucas? Salut, bah oui, moi c'est Lucas Garcia, je suis développeur front-end, fan d'RxJS et de CSS. Et ça tombe bien parce que c'est un peu le sujet de cette vidéo et c'est suite d'ailleurs à un énième échange entre nous en commentaire. Alors d'habitude c'est plutôt sur XJS ceci étant, mais C'est cette fois vrai. c'était sur le CSS. Et certains ont demandé à avoir des arguments, ça a été demandé comme format de vidéo, alors c'est rigolo. Euh, et l'idée, ça va être, ben donc Lucas, grand défenseur du CSS natif. Alors j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. C'est un Et peu ça. moi, plutôt aujourd'hui, le CSS c'est ok, mais Tailwind c'est aujourd'hui pour moi une meilleure solution. Donc voilà, l'idée ça va être d'échanger un petit peu entre nous et de montrer un peu les différents arguments qu'on peut avoir parce qu'il faut bien se rappeler que mes arguments vont être propres à mon contexte, à mes projets, à ce que moi je côtoie et Lucas aura ses propres raisons de son côté. Exactement. Est-ce que Lucas, tu as déjà essayé Tailwind au moins? Oui, bien sûr, je l'ai utilisé dans deux missions précédentes. Ok. Voilà, Et et je l'utilisais beaucoup, et d'ailleurs au début j'en étais fan. c'est vrai. Et donc Ouais. alors au début j'en étais fan, mais Mais ensuite j'ai step up en CSS et je me suis rendu compte qu'en fait Tailwind était parti un peu trop loin dans la bonne idée de base, à mon c'est-à-dire, humble avis. Bah, c'est-à-dire les classes utilitaires. Les classes utilitaires, pour moi, c'est vraiment bien, mais faut les utiliser avec parcimonie. Et en fait, Tailwind, ce qui me gêne, c'est qu'ils te font faire la totalité du CSS en utilitaire. Et ça a pour moi des gros inconvénients. ok, très bien. Ok, tout à fait acceptable, évidemment. Moi, j'ai découvert Tailwind hyper tardivement, pardon, et j'étais carrément contre même l'essayer au départ. Et il s'avère que, à force d'aller d'équipe en équipe et de projet en projet, et de me rendre compte que les gens sont des brels en CSS, hein, enfin, ouais, il faut dire les choses. Alors, le CSS, c'est évidemment pas facile, mais il y a des gens que ça n'intéresse pas. Euh, et donc l'idée c'était de trouver un moyen simple en fait, alors pas forcément de faire aimer le CSS, mais de mettre en place des choses qui permettent quand même de simplifier la vie à l'équipe. Ouais, je comprends. Ben, en fait, Moi, vas-y. non, vas-y, vas-y. Moi, alors, en fait, le premier cas de figure, c'était en fait, il n'y a jamais de convention de nommage de CSS. Moi, je suis arrivé sur un projet, il y avait du BEM, il y avait du classique, il y avait des avec un petit préfixe dedans. Et toi, t'es là, mais en fait, la règle, elle est où? Elle est, enfin, ok, ce truc-là, en fait, je l'ai déjà vu, il est déclaré 4 fois ailleurs avec un autre nom. Enfin, il n'y a pas de standard de nommage. Et ça, pour moi, c'est le premier point que ça résout, Tailwind. Alors, là-dessus, je suis d'accord. Le problème, c'est que je pense, tu vois, au début, je faisais aussi du BEM. C'était un ami qui m'en avait parlé quand je commençais à peine à dev. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je pense que ce genre de convention de nommage, c'est anti-pattern par rapport au CSS. Et c'est ça qui, justement, vient créer les problèmes qu'ont les gens et qui, du coup, où les gens après sont contents d'utiliser Tailwind pour se l'enlever, ce souci-là, c'est justement trouver des noms. Trouver des noms, ça sert pas à grand-chose en réalité en CSS. Non. Et du coup, tu vois, si on, en fait, le vrai problème qu'ont les gens et que corrige entre guillemets Tailwind ou plutôt que contourne Tailwind, c'est les sélecteurs. Parce qu'en fait, Tailwind, c'est du CSS sans sélecteur. Tu viens appliquer impérativement à un endroit où tu mets ta classe manuellement le style que tu veux. Alors qu'en CSS natif, entre guillemets, c'est les mêmes règles. Donc effectivement, si tu connais des display flex, bon bah tu vas pouvoir le faire avec Tailwind. Si tu connais pas, tu pourras pas faire de flexbox parce que c'est la même chose. Par contre, pour l'appliquer en CSS, faut que tu aies d'abord écrit un sélecteur. Mm. Sauf que justement, les sélecteurs, bah, c'est le truc pas maîtrisé en CSS. Alors que c'est le truc de base, quoi. C'est vrai. Et donc, pour moi, une autre chose que ça permet aussi d'éviter, c'est, je l'ai vu sur des projets encore récemment, une montée de version de Material et ben tes sélecteurs ils partent en cacahuète quoi. Enfin,
Parce qu'ils ont changé une virgule dans un nom d'une classe et tout. Et je trouve qu'en fait, les sélecteurs CSS, dans ce genre de contexte, quand ils sont trop précis, en fait, t'es trop lié à ton implémentation et même à tes dépendances, du coup. Euh, et je trouve que c'est handicapant. Bah en fait, là-dessus, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord sur le fait que quand tu viens override les styles de matériel par leur sélecteur et qu'ils les changent, bah ça fait chier tout le monde. Et d'ailleurs, monter de version en V15, c'était un peu l'apocalypse. D'ailleurs, il y en a peut-être qui en sont pas encore sortis. Force à eux. Mais en fait, le problème, c'est d'override matériel. C'est une librairie qui est pas faite pour. Elle le devient un peu, mais via des custom properties en CSS, les fameuses variables CSS. Et ça, en fait, c'est par cette mécanique qu'on devrait override le style. Mais ça doit rester limité. Et si Material nous fournit pas la custom prop qui va bien, qu'on peut override, c'est que le truc en question, il faut pas l'override. Sinon, c'est source de problème, quoi. Je suis entièrement d'accord. C'est un truc que j'essaie d'expliquer constamment. Que Material, à la base, c'est un design, système, etc. T'es pas censé l'override. Ouais. Si t'es pas content, tu prends le CDK et puis tu implémentes toi-même ce qui manque. Mais malheureusement, il y a souvent des cas où on arrive sur des projets déjà existants et où tu as du matériel qui est overridé de la mort. Et donc, ben, pour répondre à ces besoins-là et à ces problèmes-là, enfin, je trouve que les sélecteurs sont un vrai problème et en même temps, on n'a pas forcément le choix. Euh, Mm. Bah, je suis d'accord avec toi, mais du coup, en fait, ce serait plutôt, enfin, tu vois, par exemple, si on prend Tailwind, Tailwind vient pas nous aider là-dedans. non, Et en fait, le problème, c'est même pas les sélecteurs non plus. Le problème, c'est les gens qui viennent override un truc qui sont pas censés override, tu vois. C'est comme si demain, tu fournis Easy Angular Kit CDK, tu vois, mais avec tes composants et tout, et que bah toi, tu veux que le style, ça ressemble à Easy Angular Kit, parce que tu dis, ok, vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour faire vos briques à vous. Par contre, je veux qu'on voit la patte de Easy Angular Kit. Bah, si les gens, du coup, l'utilisent, ils devront pas l'override, ils devront l'utiliser tel quel. Parce que du coup, ouais, ça correspond à l'image que tu veux que ça renvoie. Et ben Material, c'est pareil, c'est Google qui ont fait tout un design système complet hyper poussé. Et il faut pas l'override enfin, à part dans des détails, mais ça, justement, c'est autorisé. D'ailleurs, si on va sur la doc de Material Angular, ils ont ouais, mis à jour, ils ont rajouté une catégorie styling. Et en fait, ils utilisent SAS, mais en fait, SAS derrière, c'est des fonctions, enfin des mixins, non, des fonctions, je crois, qui vont, non, c'est des mixins, qui vont aller override des variables CSS. Et ça, c'est une mécanique qui est tellement méconnue et sous-cotée. Et en fait, avec ça, tu pourrais justement laisser un peu la main quand même, par exemple, pour changer des couleurs, pour changer des espacements, des trucs mineurs. mhm. Mais en fait, alors, je sais pas depuis quand exactement on peut le faire. Je saurais pas dire depuis quelle version, mais C'est récent. en termes de documentation, c'est quand même hyper récent en fait. Et c'est là le Hmm. problème, c'est que les gens le savent pas en fait. Et je sens qu'on va arriver à une conclusion un peu stupide où tout ça, c'est pour résoudre le problème que les gens ne cherchent plus à apprendre ou à se mettre à jour ou ce qu'on veut. Mais on va pas trop anticiper quand même. Non. Le fait est que, effectivement, moi, je m'en suis rendu compte aussi il y a pas si longtemps que ça, tu vois, que matériaux, il y avait des variables CSS. D'ailleurs, je pense que c'était en faisant une observation dans la console de mon navigateur. Je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre ces noms de variables et tout. Et en fait, j'ai vu que c'était des variables matériaux. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est trop bien. Hmm. Mais le problème, c'est que alors, on peut pas quand même tout surcharger. Et encore une fois, c'est pas fait pour. Malheureusement, il y a des gens entêtés. Il y a des projets legacy qui datent un peu où ben, il est présent et il faut faire avec. Euh, et donc, pour moi, le premier point, c'était effectivement l'aspect standardisation pour éviter les règles de nommage. Un truc que je trouve cool avec Tailwind et que je trouve un peu plus complexe à mettre en place en natif, c'est le mobile first. Ça l'est Ouais. de moins en moins avec les dernières versions de CSS et je suis d'accord, mais je trouve que avant, pour faire les ratios et tout sur les tailles d'écran, c'était chiant. Que là, mine de rien,
tu mets deux lettres devant ta classe, deux lettres de points, et t'as ta taille d'écran, la classe qui va avec, et tu peux faire ça progressivement pour remontrer tes écrans. Enfin, d'ailleurs, Tailwind est fait pour faire du mobile first en plus. Mm. Euh, et ça, je trouve que c'est quand même un aspect important, même si tout le monde ne fait pas encore du mobile first. Mais quand on veut faire du mobile first, je trouve que c'est très simple et rapide à mettre en place avec Tailwind. Bah, moi, le problème que je trouve avec Tailwind, mais ça, c'est un problème plus général en CSS, c'est qu'en général, on fait trop de l'adaptatif et pas assez de responsive. Donc, on va mettre des breakpoints et on change un peu tout l'affichage en dur, et puis tu vois que tu réduis ton écran et bam, d'un coup, il y a des trucs qui sautent. Et en fait, quand on fait ça, effectivement, Tailwind a du coup l'avantage de te fournir déjà les breakpoints qui vont bien, qui ont été bien pensés. Mais de toute façon, de manière générale, Tailwind, niveau design, a été parfaitement pensé. Moi, j'adore leur design, il est très beau, très sobre. Les noms de variables ou trucs du genre sont vraiment bien pensés. Moi, ce qui m'embête, du coup, c'est que, tu vois, je sais que par exemple, un autre problème qui fait que les gens vont préférer les breakpoints à la Tailwind, c'est, imaginons maintenant, tu as une sorte de grid avec des cards et tu veux en afficher sur grand écran, je veux dire une connerie 6, sur plus petit 4 et à la fin tu veux une seule colonne. Et ben ça, tu vois, les gens en général vont mettre des breakpoints parce que probablement ils vont avoir du display flex avec un flex wrap et des trucs dans le genre. Et en fait, bah ça, tu vois, c'est parce que les flexbox sont utilisés à outrance alors qu'il faudrait utiliser des grids et avec la fonction repeat, tu peux faire de l'autofit ou de l'autofill. Et du coup, ça s'adapte en fait à ta taille d'écran. Et du coup, rien que sur ça, qui était probablement l'un des cas les plus tricky pour faire du mobile first, ça tu l'as plus en fait. Et ça devient non plus de l'adaptatif, mais du responsive. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui sont tournés comme ça. Et il y a vraiment peu de choses maintenant que tu dois faire en adaptatif avec des breakpoints. Il y en a encore, mais moins. Après, c'est vrai que moi, c'est un truc où j'ai toujours du mal à vraiment voir la différence entre l'adaptatif et le responsive. C'est que, tu vois, moi, quand on me dit, ouais, quand tu sais, le mec, il prend son écran de PC et puis il essaie de réduire sa zone de... Ouais, Je me dis, mais ça correspond à quel use case exactement? Tu vois, qui va sur son site de mutuelle ou de banque, tu vois, et s'amuse à constamment rejouer avec la taille de sa fenêtre? non, Enfin, mais tu vois, et c'est là où, ok, les breakpoints, c'est pas ouf, mais ça te permet d'avoir un visu tablette, un visu mobile, ouais. et je sais pas. En fait, c'est pas tant que tu vas faire jouer avec, c'est juste de voir comment ça va se comporter en fonction de plein de tailles d'écran différentes. En fait, tu fais jouer avec en tant que dev, mais ensuite, il faut regarder au moment. Enfin, en fait, tu fais une photo après avoir fait joujou et tu dis, OK, ça ressemble à ça mon site. Le problème de l'adaptatif, c'est que comme tu as des breakpoints, tu vas avoir par exemple, si je reprends l'exemple de la grid, eh ben, si tu te trouves entre deux tailles parce que t'as pas pensé qu'il y avait un qui avait un écran non pas de 1080 mais de 1150, pour une raison, j'en sais rien, il avait juste sa fenêtre en plus petit, eh ben tu vas avoir des marges autour qui sont peut-être dommages. Et si tu fais du responsive, vu que ça va vraiment s'adapter à toutes les tailles, au pixel près, eh ben t'auras pas ces espaces en trop dont tu n'aurais pas Ouais, je besoin. vois ce que tu veux C'est dire. ça en Ouais, fait plutôt le responsive. Tu vois, ouais, ça évite les espaces blancs inutiles que tu aurais parce que t'as pas entre géré ce autres, ouais. breakpoint là. Ouais, Entre autres. Mm. ok. Et alors, un des super pouvoirs quand même de Tailwind, c'est qu'à la fin, il ne reste que ce qui est utilisé. Et ça, pour avoir vogué sur des projets où, tu sais, tu as un énorme répertoire styles, où le mec, il s'est dit, je vais faire ça propre, je vais tout découper en sous-répertoires. Dedans, il y a 15 fichiers parce que j'ai tout variabilisé de la mort, j'ai des classes CSS de partout, et où en fait, tu ne sais même plus ce qui existe, ce qui est dans ces répertoires, tu dois tout palucher, enfin, en termes de DX, c'est l'enfer. Du coup, bah, soit tu perds du temps à les recreuser, soit certains vont dupliquer des classes CSS. Et ça, c'est quand même assez désastreux. Moi, je sais que j'ai déjà réduit de 0,6 mégas un projet juste en cleanant ce genre de truc, tu vois. Enfin, Ouais. c'est quand même un peu dégueu. Et je trouve que ça, c'est quand même un aspect de Tailwind où, ok, t'as la terre entière de dispo,
Mais par contre, dans ton build final, il y a que ce qui est utilisé dans ton projet. C'est vrai que c'est un atout, mais à nouveau, je trouve que c'est un faux atout en fait qui découle d'autres mauvaises pratiques. Tu vois, le fait de, comme tu dis, avoir un énorme styles avec peut-être des fichiers sous-découpés ou autre, en fait, ça, c'est un problème. Pour moi, quand tu es dans une appli, on fait tous majoritairement, je pense, de l'orienté component. Et en fait, le style, admettons, tu vas faire tes propres composants UI. Tu vas pas utiliser Material Flow, tu vas faire tes propres trucs. Eh ben, le style doit pas être fait dans des CSS à la racine. Il doit être fait soit à côté de ton HTML et ton TS, soit si tu le fais en single file directement dans le TS, dans la balise styles. Et là-dedans, il faut que tu déclares absolument tout ton style et que ça reste déclaratif, que tu ailles voir juste dans le style comment se comportera visuellement l'élément. Et du coup, bah, c'est découpé. Et si vraiment demain tu veux faire une évol, eh ben, elle se trouve qu'à cet endroit-là. Et tu sais que ce que tu vas modifier, genre, enfin, ce qui est écrit dedans, ça n'est que pour ce composant, tu vois. Et donc, si on découpe bien les composants, alors que ce soit UI, mais même aussi fonctionnel. Si après, dans le fonctionnel, c'est de la mise en place, par exemple, tu dis, bah là, je veux que ce soit un layout de grid avec des gaps de temps, etc. Donc plutôt de l'utilitaire. Et ben, l'utilitaire là, moi, je vais le mettre dans le composant fonctionnel. Et je vais pas le mettre dans un truc un peu global ou autre où effectivement ça devient le bordel assez rapidement. Et du coup, j'ai jamais personnellement eu de problématique de fichiers imbitables. Il y a que de rares fois où je vais créer des composants, enfin des fichiers CSS bien spécifiques à la racine. C'est quand je vais styliser un composant natif que je veux pas me créer un composant Angular juste pour mettre un composant Angular où je devrais remettre de la projection de contenu ou des trucs dans le genre. Ça, j'en veux pas. Donc, je vais juste me faire un fichier, par exemple, field set. Je l'ai fait. Et dedans, je vais juste, en déclaratif, dire comment ça doit se comporter, comment les éléments se comportent. Et à l'intérieur, je mets de l'utilitaire. Est-ce que je veux que mon field set soit plutôt d'affichage grid? Donc là, je vais mettre un point grid, ce que vous voyez du coup avec Tailwind. Pareil pour un point flex, pour du flex. Et dedans, je vais avoir aussi des variables, des custom props que je pourrais override depuis l'extérieur à la matérielle pour dire, OK, moi par défaut, je veux que ce soit trois colonnes. Mais si demain j'ai un besoin où je veux que ce soit que deux, bah, je l'override facilement avec ma custom props. Et du coup, en fait, en découpant les trucs aussi finement et pour des besoins bien ciblés, j'ai jamais le problème de d'avoir un peu tout et n'importe quoi à la racine que tu oublies 3 mois plus tard ou des trucs de ce genre, quoi. Ouais, ouais. Non, mais après, enfin, je pense que malheureusement, on en arrive à la conclusion où c'est souvent Oui, par méconnaissance du oui, bien sûr. CSS ou flemme ou ce qu'on veut. Il n'y a pas d'argument miracle. Moi, c'est très clair, hein. Moi, j'ai découvert Tailwind parce que je suis arrivé sur des projets où la DX était infernale. Il y avait zéro convention de nommage. J'avais des bundles initial d'une taille dégueulasse parce qu'il y avait trop de CSS. Et moi, ça a répondu à tout ça, en fait. Ouais, je comprends. Donc, alors après, est-ce que c'est un truc que je mets automatiquement sur chaque projet? Non. Ça dépend si je suis tout seul dessus ou pas. Ça dépend si je suis en équipe et du niveau. En fait, c'est terrible, hein, mais du niveau des gens, en fait, Ouais, bah oui. aussi en front. Des gens qui sont pas habitués, je vais pas. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient pas trop la main libre, en fait, pour éviter les dérives. Euh, donc, il n'y a pas de d'argument foncièrement positif dans le sens où waouh, c'est pas parce que ça résout des tas de problèmes que CSS ne fait pas. Mais effectivement, c'est pour résoudre un aspect humain Ouais. ou des aspects humains euh, que j'ai pu rencontrer. Je suis 100% d'accord. D'ailleurs, t'avais mis un article aussi un peu sur ça sur LinkedIn où tu t'expliquais que t'avais enfin supprimé tout le CSS custom et que t'avais utilisé Tailwind à la place. C'est ce que je t'avais dit. Au final, je le comprends quand t'es dans une entreprise avec des profils pas très à l'aise en CSS, qui est un peu trop courant. Mais ça, c'est autre chose. J'espère que dans Easy Angular Kit, il y aura une section dédiée. Mais Ah, mais en tout cas. Ouais, pour moi, ça sert vraiment, comme tu dis, à poser un cadre. Et c'est un peu dommage, mais c'est un des arguments où je comprends qu'on utilise Tailwind.
t'es arrivé dans un projet qui est trop compliqué niveau CSS, les gens maîtrisent pas trop, comme tu dis, sont pas trop intéressés ou ont pas le temps de s'y intéresser, et du coup, tu dois trouver un outil qui va bien pour à peu près tous les cas. Bah, du coup, ouais, tu prends Tailwind. Là, c'est le cas où ça m'embête profondément personnellement, tu vois, ça m'attriste, mais je le comprends, vraiment. Ouais. Non, non, bah après, effectivement, hein, c'est issu de ma propre expérience et Dieu sait qu'avant j'étais Ouais. contre ce genre d'outils, hein. Enfin, moi, je m'en servais jamais, hein. Je faisais tout dans mes composants et tout, et c'est par la force des choses où j'ai fini par y arriver. Mais c'est après là où moi ça m'embête, effectivement, c'est où les gens deviennent pro Tailwind ou pas du tout. Tu vois, sans se poser forcément les questions. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que, alors oui, on est censé être des bons devs, des bons fronteux, des bons ce qu'on veut, CSS, machin, truc, mais il y a aussi des boîtes dont c'est pas forcément le cœur de métier, en fait, le Mm. dev, mais qui en font quand même. Et donc, bah, c'est pas des gens qui sont forcément autant touchés que nous par ça. Il y a des boîtes dans lesquelles il y a un turnover de ouf parce qu'ils internalisent pas, c'est beaucoup de prestations ou pour des tas d'autres raisons. Enfin, et donc tout ça, malgré tout, ça me semble être des paramètres à prendre en compte sur ce genre de choix pour la pérennité des projets, parce que finalement, tout ce qui compte, c'est que le projet dure et soit maintenable, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, d'un autre côté, et malheureusement, ça, je pense, c'est aussi, comment dire, le problème de ces fameuses entreprises, c'est que si elles sont pas, si le dev, c'est pas leur cœur de métier, dans ce cas, ils vont plutôt vouloir fournir du fonctionnel. Auquel cas, si le design ils veulent faire un truc propre sans trop se prendre la tête, tu vois, j'utiliserais une lib comme PrimeNG qui te fournit une quantité astronomique de composants, t'override rien, tu choisis juste un petit thème qui te plaît bien, à la limite tu le payes, t'en payes un autre un peu plus joli pour toi, et puis voilà, et après, à la limite tu prends Tailwind mais que pour la partie utile, pour faire des espacements, des trucs comme ça, et basta, tu vois. Et moi, ce qui m'embête avec Tailwind, c'est quand il est utilisé à outrance, pour vraiment, sur chaque bouton, tu vas rajouter une quantité comme ça de classe pour dire qu'il doit être bleu, mais que quand tu le survoles, il y a un petit effet machin. Ça, c'est une catastrophe, je trouve. Et, et là, tu vois, ça vient un peu contrer l'argument, je trouve, de ouais, mais quand t'as du CSS, au bout de certaines années, quand il y a eu un gros turnover, ça devient le bordel. Bah, en fait, quand tu fais du tailwind à outrance comme ça, et j'insiste vraiment sur le à outrance, et ben au final tu te retrouves avec le même problème. Si tu as mis 50 classes par bouton et que tu as 150 boutons dans ton appli, le jour où on te demande de mettre du vert au lieu du bleu, bon bah tu pleures. Alors, je voulais conclure sur un truc, mais en fait, est-ce que ce serait acceptable de faire cohabiter les deux? Je pense que c'est acceptable mais peut-être inutile. En Ok. fait, moi ce que je rêve par contre, c'est mon rêve, donc si le créateur de Tailwind écoute cette vidéo, ce dont je doute fortement, On sait j'aime- pas. j'aimerais vraiment qu'il fournisse, je sais pas si tu connais OpenProps. Ça me parle de nom. OpenProps, en gros, j'en ai déjà vite fait parler sur des posts pro Tailwind sur LinkedIn. En fait, c'est une librairie de variables CSS. Et c'est un des gars de chez Google, enfin ex-gars de chez Google, qui l'a fait, enfin qui l'a fait. Et en fait, ça ressemble un peu à Tailwind. Tu vas avoir des couleurs, des sizes, des typos, des effets, etc. Et en fait, c'est que des variables CSS. Et en fait, Tailwind a évolué et aujourd'hui, tu as des variables CSS. Et moi, j'avais fait sur un playground, j'avais voulu montrer un peu la différence, les pour et les contre que je trouvais à Tailwind versus le CSS. Et dans ma version, en fait, j'avais deux sections. J'en avais une Tailwind et une natif. Et dans le natif, je réutilisais toutes les custom props de CSS et c'était un bonheur. Le problème, c'est que les custom props là sont générés et tu peux pas les utiliser. Demain, je peux pas installer Tailwind pour n'utiliser que les custom props, tu vois. Ouais. Et si c'était possible, si on pouvait installer les custom props, après, il y en aurait probablement qui seraient pas utilisés, qui iraient un peu contre l'argument Tailwind de à la fin dans ta bundle size, tu n'as que ce que tu utilises. Eh ben, ça, du coup, c'est l'inconvénient, mais d'un autre côté, c'est pas gravissime d'avoir une seule fois des custom props. Ça va pas réellement, ça va pas te quadrupler ta bundle size. Ça sera même assez négligeable, je pense. Mais s'il y avait ça, là, on pourrait vraiment faire cohabiter le design très bien pensé de Tailwind avec du CSS natif, quoi. Je Ouais. pense.
Moi, Ouais. c'est mon rêve, Ah, écoute, hein, peut-être qu'il verra la vidéo et qu'il t'entendra, on sait pas. peut-être. On lui enverra, on le traduira. Euh, je sais pas si t'as d'autres arguments ou pas sur le sujet. Non, non, non. Après, moi, encore une fois, Tailwind, j'ai rien contre. C'est juste, ce qui m'embête plus, c'est quand je vois des gens dire que le CSS est mort, longue vie à Tailwind, tu vois. Ça, je trouve que c'est un peu c'est peut-être des posts pour faire réagir, mais je trouve que c'est un peu de la désinformation, en fait. Alors, et je pense qu'on peut conclure là-dessus et même tomber d'accord, c'est que utiliser Tailwind n'empêche pas d'apprendre et comprendre le CSS, puisque par la force des choses, si tu as envie de faire un truc avec Tailwind, tu es quand même Bah oui. censé être capable de comprendre ce que tu fais enfin, et derrière, c'est l'utilitaire CSS, hein, donc il n'y a pas de, c'est pas des pouvoirs magiques, hein. Il faut avoir une culture CSS pour utiliser Tailwind, sinon, enfin, ça devient bizarre Ouais, comme façon de faire. c'est sûr. Et exactement, comme tu l'as dit. C'est du CSS juste sans les sélecteurs. Ça, c'est Tailwind. Voilà. Et avec les valeurs bien jolies, bien pensées. Moi, je te propose qu'on conclue là-dessus parce que ça me paraît Ouais, être une bonne fin. vas-y. Et je pense que tu pourrais revenir pour un autre épisode sur un autre sujet qui nous interpelle Dans aussi. lequel... Merci à tous d'avoir suivi et écouté cet épisode et à bientôt. Salut!